vous êtes journaliste sportif. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin dans la matinale de Midi 1 TV. Avec vous, on va parler de ce match qui opposera ce soir les Lions de l'Atlas à l'équipe de l'Équateur. Tout cela en vue de la préparation du mondial et qui aura lieu cet été entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Alors, pour d'abord débuter, ce sera la première sortie d'abord des Lions de l'Atlas, de l'équipe nationale marocaine depuis la finale de la CAN. Depuis, il y a eu pas mal de changements, nouveaux sélectionneurs et aussi de nouveaux joueurs qui arrivent pour porter le maillot de l'équipe du Maroc. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Je pense que c'est la première fois. Et moi, je pense que c'est l'ouverture d'une nouvelle ère. C'est une nouvelle étape. C'est un peu ce qu'on avait vécu il y a presque près de 4 ans, en 2022, avec le départ de Vahid Halilovic et l'arrivée de Walid Regragui. Je pense que l'histoire se répète. On a l'ouverture d'un nouveau cycle à quelques semaines de la Coupe du Monde. J'espère que ça sera un porte-bonheur, une sorte de superstition qui nous aide et qui nous accompagne à la veille de chaque grand tournoi. Une nouvelle ère avec beaucoup de challenges, avec beaucoup de changements et avec beaucoup de défis. Il y a un vestiaire à gérer, il y a des changements à gérer, il y a une nouvelle génération, mais il y a aussi une ancienne garde dans le groupe. Et donc, c'est un équilibre à préserver. Certes, Wahbi parle toujours du fait que ça ne sera pas une révolution, mais je pense que la révolution est déjà là. Quand on voit le nombre de changements dans l'axe défensif au niveau de la liste, quand on voit le nombre de jeunes qui ont été convoqués en équipe A, on peut citer les Jassim, les Abiri, les Aït Boudlal, Halhal et une longue liste de joueurs. Donc, je pense qu'on est dans une phase de changement, mais dans la continuité, parce qu'il y a un tournoi qu'on doit disputer. On est quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde, on a une réputation à préserver et beaucoup d'attentes, hein, pas seulement de la part des supporters marocains, mais aussi de l'opinion publique sportive dans le monde entier. Oui, alors en ce moment, évidemment, la Fédération royale marocaine de football est sous les feux de l'actualité, ou en tout cas avec celle du Sénégal. Il y a ce litige dont on a beaucoup effectivement parlé. Est-ce que vous pensez que pour le match de ce soir ou pour les Lions de l'Atlas en général, je ne sais pas, ça joue un peu aussi sur le mental. On sait que le mental des joueurs, c'est quelque chose de fondamental. Est-ce que voilà, les bruits qu'on entend et qui sont parfois un peu forts, peuvent avoir, disons, une Ouais. influence sur ce qui va se passer. Ouais. En voyant la conférence de la défense sénégalaise d'hier, je suis plus inquiet pour la partie sénégalaise que pour la partie marocaine. Parce que pour le Maroc et pour l'équipe nationale du Maroc, la page est tournée. Le communiqué de la FRMF était clair. L'étape ou l'initiative qu'a pris le Maroc dans ce litige, c'était plus pour le respect des règlements, pas pour récupérer un trophée ou gagner un tournoi. Par contre, quand je vois les sorties médiatiques récurrentes des joueurs sénégalais, leurs stories sur Instagram, leurs vidéos en club, leurs déclarations en presse, mais aussi cette démonstration de force que tente de faire la FCF. Je pense que c'est plus, par exemple, l'équipe du Sénégal qui a une Coupe du Monde à disputer je pense, qui souffrira un peu du fait que le mental du groupe est resté à Rabat. Ils n'ont pas encore quitté la finale. Mais par contre, au niveau de l'équipe nationale marocaine, non, je ne suis pas inquiet. Je peux donner un petit exemple. Abdessamad Zezouli, il a été sollicité 3-4 fois par la presse espagnole en Espagne pour commenter la décision du jury d'appel. Il s'est abstenu. Il a dit que. Il a expliqué clairement que c'est un sujet qui ne l'intéresse pas. Je pense que, au contraire, vu comment on a vécu la CAN et comment on a vécu malheureusement le scénario de la finale de la CAN, je pense qu'il y a un challenge dans la tête des joueurs, puisqu'ils sont demi-finalistes de la Coupe du Monde, de refaire le coup, faire même un meilleur résultat. Et je pense qu'on est déjà focus sur les États-Unis. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le nouveau sélectionneur, Mohamed Wahabi, a aussi été chercher des jeunes, justement pour que ce vestiaire de Rabat ne soit plus le même ce soir à Madrid? Et évidemment, parce que
Généralement, dans les cycles de changement, on cherche toujours le déclic. Il y a deux raisons qui ont motivé ce changement par Wembley. La première, c'est déjà, il y a beaucoup de blessés. Je pense qu'on est à 8 ou 9 absents, de 9 joueurs absents de ceux qu'on a vus pendant la CAN. Il y a aussi des joueurs qui ont pris la retraite ou en retraite. Donc, c'était une équipe un peu vieillissante qu'on devait rajeunir. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième aussi, parce que il faut du sang neuf, il faut des joueurs ambitieux, il faut des joueurs qui n'ont pas vécu ce que je vais appeler le traumatisme de la finale de la CAN. Et je pense que ça va aider parce que des garçons comme Jessim, comme Zabiri, même ceux qui étaient avec Walid et qui ne jouaient pas, comme Shamsudine Talbi, comme Baouf, ou même d'autres noms, il y en a beaucoup. C'est des joueurs qui ont la culture de la gagne aussi. C'est des champions du monde U20 et qui ont, on va dire, un mental de champion. Ce type de joueur, tu en as besoin parfois, même sur le banc de touche. Et Dieu sait à quel point on a souffert du manque de joueurs dans le banc de touche, en Coupe d'Afrique d'ailleurs, mais même en Coupe du Monde Qatar 2022. Je rappelle qu'on avait terminé la Coupe du Monde avec Sofiane Amrabat dans l'axe défensif. Donc je pense que Wahbi, il essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs pour aller avec un groupe solide, bien garni et qui offre beaucoup de solutions tactiques. Voilà. Oui. Alors, ce soir, il y aura donc le match qui opposera le Maroc à l'Équateur. Dans quelques jours, il y aura un autre match de préparation. Est-ce que ces matchs de préparation sont très importants? On sait qu'il y a une trêve internationale, mais on sait aussi que les joueurs qui passent leur saison dans des clubs qui sont très engagés dans plusieurs compétitions à la fois ont des calendriers qui sont quand même très, très importants. Après tous ces calendriers, il y a une Coupe du Monde, c'est-à-dire que les joueurs ne vont pas se reposer. Est-ce que c'est pas un peu trop d'organiser aussi ces matchs internationaux sur lesquels ils sont aussi attendus? Ouais, ouais. Non, non, là, vous ouvrez un autre débat. Je pense que c'est un débat qui s'est installé depuis quelques années par les joueurs sur les calendriers. Je peux le dire sans langue de bois, c'est inhumain, à mon avis. C'est inhumain parce que je donnais de petits exemples. Parce qu'on si on prend par exemple un joueur comme Hakimi, qui a fait 2 ou 3 saisons récurrentes de Ligue des Champions. Entre ces Ligues des Champions, il a fait des CAN, puis il a fait une Coupe du Monde des clubs. D'abord, il a fait des Jeux Olympiques, puis il a fait une saison complète avec Paris. Puis l'été dernier, il fait la Coupe du Monde des clubs. Il enchaîne avec la saison actuelle. Il va enchaîner avec la Coupe du Monde. Ensuite, la prochaine saison avec son club. Donc, on est sur 3 ou 4 années sans repos. C'est inhumain. C'est pas normal. Et ça, c'est un peu la politique qu'a suivi la FIFA depuis quelques temps, avec un calendrier chargé de tournois parce qu'on essaie d'installer tout et n'importe quoi pour des raisons purement économiques. Des joueurs comme Mbappé et d'autres en ont parlé. Et aujourd'hui, ça explique peut-être ces blessures récurrentes chez beaucoup de joueurs, parce que qui dit calendrier chargé et donc beaucoup de challenges sportifs, ça veut dire une convalescence accélérée et donc des blessures qui vont se cumuler. Et Dieu sait dans le futur si on aura des conséquences sur les joueurs, sur leur vie par la suite, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Oui. Autrefois, il y avait une saison qui commençait en août, qui se terminait en mai, avec de vrais congés, on va dire, comme tout salarié dans le monde entier. Et il y avait une phase de préparation. Maintenant, non. C'est la saison, puis une compétition internationale, puis une autre peut-être, et une petite phase de récupération, et on reprend. Moi, je trouve que c'est pas normal et justement, il faut s'attendre je l'espère pas pour l'équipe nationale marocaine, mais je parle en général, il faut s'attendre à des blessures vers le mois de mai et même pendant la Coupe du Monde.
parce que c'est un peu trop pour des joueurs qui ne sont pas des robots. C'est des humains comme nous deux, comme d'autres. C'est vrai que c'est des sportifs de haut niveau, mais tout sportif a besoin d'un rythme normal, mais pas robotique. Voilà. Ouais, ouais. Est-ce que vous pensez que c'est aussi pour cette raison-là que Mohamed Wahabi est allé chercher des jeunes qu'on voit peut-être un peu moins sur les terrains, même s'il dit lui-même qu'il est allé chercher les hommes en forme, qu'on voit un petit peu moins, comme peut-être un calendrier un petit peu moins serré que les stars qu'on voit évoluer dans les grands clubs particulièrement européens. Il est allé les chercher pour ça parce qu'il n'a pas envie non plus d'avoir la moitié de l'équipe blessée, comme ça a été vu au Qatar et comme ça a été vu aussi pendant la CAN. Ouais, bah, il est en quête de rechercher de la fraîcheur physique. On a parlé de la fraîcheur mentale, mais on peut parler aussi de la fraîcheur physique. Des garçons comme Jassim et d'autres comme Baouf, c'est des joueurs qui ont des matchs dans leurs jambes, mais qui n'ont pas un calendrier hyper chargé. Parce que généralement, ça joue un tournoi ou deux, c'est-à-dire soit la Ligue nationale, soit le championnat national, ou la Conference League, comme c'est le cas pour Jassim. Mais si je prends par exemple d'autres cas, on a un cas qui est flagrant, c'est celui de Naif Haggard. Naif Haggard, maintenant, il s'est fait opérer, donc il est là, il est en phase de convalescence. On ne sait pas si on va le récupérer pour la Coupe du Monde, mais la raison derrière tout ça, c'est des blessures qui n'ont pas eu le temps nécessaire pour guérir. Et ça, il le traîne depuis la veille de la Coupe du Monde. Parce qu'on peut le rappeler, avant la Coupe du Monde, Naif Haggard a eu une blessure avec West Ham. Donc, pour le préparer pour la Coupe du Monde, on a dû accélérer le process. On l'a eu pendant la Coupe du Monde, puis il rechute. Et Naïf, à chaque fois, il guérissait, puis il rechutait. Il guérissait, puis il rechutait. Et là, c'est le corps, à un moment, il répond plus. Il a besoin d'un vrai repos, il a besoin d'une vraie convalescence. Et là, on le perd. Là, on le perd, donc j'espère qu'on va le récupérer, mais de manière parfaite et bien comme il faut avant la Coupe du Monde. Comme ça, il va renforcer le groupe. Mais c'est à cause de ça qu'on est en train de tout retaper dans l'axe défensif. Il en va de même pour Sofiane Amrabat. À un moment même, Hakimi, on a vu sa blessure avant la CAN. J'espère que le fait qu'il est revenu très tôt n'aura pas de conséquences sur son avenir sportif et d'autres. Voilà. Donc, et Oui. cet état des lieux, c'est un peu la même chose un peu partout dans toutes les sélections. Oui, bien sûr. Et donc le Maroc ne fait pas exception en la matière. Parlons, si vous voulez bien, de Mohamed Wahabi. On sait qu'il est champion du monde avec les U20, comme on dit, donc les joueurs de moins de 20 ans. C'est relativement récent. Est-ce que ce soir, sur le terrain, à Madrid, face à l'Équateur, on verra la Wahabi Touch? Certainement, certainement. Je pense que c'est la raison pour laquelle il y a une sorte d'envie de revoir l'équipe nationale, mais peut-être la revoir avec un nouveau visage, un autre visage. On est curieux de voir ce qu'il va installer sur le terrain. Déjà par rapport au choix de joueurs dans certaines lignes certaines lignes de jeu. Je pense que là, au niveau du gardien, c'est clair. On aura Bouno, le couloir droit, c'est Achraf Hakimi. Couloir gauche, peut-être Salah Eddin. Alors, sur l'axe de défense, des questions. On a Issa Diop qui a été ramené pour renforcer l'équipe, vu son expérience et son métier. Mais à côté, ça sera Chedi Riyad, ou peut-être un autre jeune, ou tout simplement peut-être Nossair Mzraoui, qui a été évoqué par Ouabi lors de la conférence comme étant un joueur polyvalent qui peut remplir plusieurs postes. Et qui a souligné d'ailleurs qu'au niveau du couloir gauche, en latéral gauche, lui, il préfère avoir quelqu'un qui joue avec le pied gauche. Donc, c'est pas Noussair Mzraoui. La grande question, donc, où sera installé Noussair Mzraoui? Est-ce qu'il sera dans le 11 dans un certain poste, soit dans le milieu défensif ou au niveau de la défense, ou on le verra pour la première fois depuis bien longtemps sur le banc touche. Au milieu de terrain, je pense on est un peu sur l'idée de Ounahi et Lainaoui.
mais des questions se posent sur l'autre profil, pardon, Oui. Amorabet ou Rabeh Harimat, qui est enfin, le grand visage botoliste attendu sur cette liste et Ouais. qui Alors, inaugure sa première alors, ça, convocation. alors ce que vous dites là, c'est bon, bah, pour la composition. Mais alors, sur le schéma de jeu, parce qu'on se souvient que récemment, encore, avec Walid Regragui, il y avait pas mal de critiques. Même les supporters marocains se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce schéma? C'est pas possible. Il faut en changer pour être plus efficace, surtout devant le but. Est-ce que Mohamed Wahabi, lui, voilà, quelque chose de différent qui va apporter à cette équipe, qui va pouvoir changer le schéma de jeu, peut-être même s'adapter davantage à l'adversaire. Je pense que la question sera posée sur les niveaux au niveau de la défense. Parce que tout le débat qui a été autour de Walid, c'était est-ce qu'on joue avec trois en défense, est-ce qu'on joue avec deux en défense. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué Mezraoui, parce que dans une défense à trois, on verra peut-être Mezraoui dans l'axe défensif, on verra peut-être d'autres solutions. Donc déjà au niveau de la défense, il y aura peut-être un changement. Mais le changement très certain, il l'a évoqué en conférence de presse, c'est de jouer avec deux pivots au milieu de terrain. Autrefois, avec Walid, on jouait avec un seul 6, on va dire, c'était Soufiane Amrabat, et puis par la suite, Neil Ainaoui. Là, il l'a dit clairement, on verra peut-être une sorte de double pivot de 2-6 ou là un 6 et 8 qui sera certainement Neil Ainaoui avec quelqu'un d'autre, soit comme j'ai dit Amrabat ou peut-être Rabeh Harimat ou un autre nom. Mais évidemment, ce qu'on connaît sur Wahbi, c'est sa capacité de changer les systèmes de jeu plusieurs fois au cours d'un match. C'est ce qu'il a fait en Coupe du Monde U20. Et à mon avis, c'est ce qu'il fera certainement en Coupe du Monde des États-Unis parce que tout simplement, il dispose on va dire d'un vestiaire et d'une liste qui offre plusieurs solutions avec des joueurs qui peuvent jouer dans des compositions différentes, qui peuvent changer de course de jeu. Je prends par exemple l'attaque. En attaque, on a des ailiers, on va dire, mais c'est des ailiers aussi qui peuvent jouer en 9,5 comme deuxième attaquant. Et donc, on verra peut-être une attaque à deux qu'on ne voyait pas sous Walid Regragui, avec des joueurs très polyvalents comme Adli, Amin Adli, comme Sofiane Rahimi, même comme Brahim Diaz, qui peut être un ailier sur le couloir droit, mais qui peut aussi jouer derrière un attaquant, comme ce qu'il fait en Real Madrid. Donc, je pense que Wahabi est bien alimenté en termes de joueurs. Académiquement, c'est un grand entraîneur avec beaucoup d'idées, avec beaucoup de solutions. À mon avis, je pense que la solution et le challenge, il est au-delà des données tactiques et techniques, mais c'est plus le mental, c'est plus la vie du groupe, c'est plus comment surpasser cette finale. Et je pense que si on trouve la clé, voilà, de ce point, de ce tout dernier point, je pense qu'on fera, Inch'Allah, une très bonne Coupe du Monde Ouais. comme ce qu'on a fait au Qatar. Parce que maintenant, le Maroc est attendu, le Maroc est connu du monde entier, le jeu du Maroc aussi est scruté, évidemment, y compris par les grandes équipes. Et évidemment, ça signifie qu'il va falloir créer des situations où on surprend systématiquement l'adversaire. Peut-être qu'on a cet avantage de ne pas être connu tactiquement chaque veille de tournoi. C'est-à-dire que l'avantage qu'on avait en Coupe du Monde du Qatar, c'est que personne ne savait rien de ce qu'on va offrir. Surtout qu'il y avait le départ de Vaïd, et donc Walid est venu, il a joué deux amicaux, où on a offert un jeu très différent de ce qu'on a offert en Coupe du Monde. Bah, c'est la même chose aujourd'hui parce qu'il y a un changement d'entraîneur. Et je pense qu'on va jouer sur ce côté surprise. Mais, sauf que, en Coupe du Monde du Qatar, on n'était pas demi-finaliste de la Coupe du Monde. Là, quand je vois, par exemple, la page officielle de l'équipe de l'Équateur, comment elle a communiqué sur l'amicale contre le Maroc avec une très belle bande-annonce, avec des memes, avec des posts tout le temps sur le Maroc, sur les joueurs, des comparaisons, etc. Bah, c'est une autre posture que prend aujourd'hui le Maroc au niveau du football mondial parce que toutes les équipes vont attendre la Coupe du Monde. J'ai vu dernièrement un sondage pour le vote. Quelle est l'équipe que vous espérez d'éviter en Coupe du Monde? Ben, il y a le Maroc qui vient en deuxième lieu après l'Argentine. Ben, ça veut dire que
C'est une posture et c'est une place qu'on a désormais qu'il faut assumer, c'est tout à fait normal. Il y aura des gens qui vont nous narguer en Coupe du Monde, il y aura un peu on va dire, de chambrage, il y aura des critiques peut-être, ils vont essayer de nous accompagner médiatiquement, il y aura un gros focus médiatique en Coupe du Monde. Donc, il faut être prêt pour assumer ce statut de demi-finaliste et du dernier, on va dire, héros de la dernière Coupe du Monde, Ouais. et peut-être capitaliser dessus et donner ce discours au groupe pour qu'ils assument un peu la responsabilité. Et pour ça, Mohamed Wahabi a l'expérience de l'éducateur qu'il a été. Vraiment, évidemment, je pense qu'il n'aura pas de problème à installer un discours. Déjà, c'est très serein quand tu revois un peu la conférence de presse, la deuxième conférence de presse où il a présenté sa liste. Walid Regragui, Mohamed Wahabi était un peu ce discours serein, calme, confiant, rassurant surtout pour le public et pour le joueur. Je sais que c'est un très beau parleur, c'est un orateur, c'est quelqu'un qui sait mener un peu les jeunes comme les plus âgés, et les premières images des entraînements donnent une idée sur le monsieur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est vrai que le challenge pour lui, c'était de mener une équipe bien garnie de stars de foot, tout en étant quelqu'un qui n'a pas fait les pelouses de football et qui n'a pas été joueur. Ouais. Et là, c'est un gros challenge. Ça, c'est pas évident. On arrive à la fin de notre entretien, malheureusement, parce qu'on aurait pu continuer comme ça pendant des heures. En un mot, un pronostic pour ce soir? On se mouille? 2-1 pour le moment. Allez, 2-1, c'est retenu. Merci beaucoup en tout cas, Hamza Chlef, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif et puis alors bon match pour ce soir. Merci encore et très belle journée.